Salut mes couilles, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, j'espère que j'ai repris le cadre de filmer mon bureau tout simplement parce que j'ai eu un petit problème de cadrage au niveau de mon lit et de la luminosité, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait des travaux, des débuts de travaux, enlever le papier peint, mettre du nouveau papier peint et de la peinture. Mais la couille c'est qu'en fait j'ai déplacé mon lit. Et mon lit est situé en fait juste en face de la fenêtre, donc je vais vous montrer. Le problème c'est que quand je filme, il y a un vieux jour de bâtard comme vous pouvez voir, et ça fausse tout simplement toute la vidéo. C'est pour que vous regardiez la vidéo et que vous ayez mal à la gueule à la fin de ça sert à rien. Je suis pas fournisseur officiel d'aspirine ou autre pour les mal de crâne. Donc les maux de crâne, pardon, je sais très bien parler français déjà. Bon. Donc je vais filmer dans cette direction. J'espère que ça fait pas trop genre chef d'entreprise qui fait sa présentation d'entreprise. Oui bonjour, je m'appelle Maximilien, je suis PDG à Couscous Industrie Boulette. Donc nous recherchons pour notre entreprise des techniciens, magasiniers, emballeurs qui emballent les boîtes de couscous avec le plus grand soin. Non, je rigole. Alors j'espère que ça fait pas trop mal, je suis plus à l'aise en fait quand je suis assis dans mon lit. Là bon ça va, j'ai l'habitude d'être ici pour travailler, mais justement ça fait trop ambiance de travail. J'espère que ça vous gênera pas pour regarder cette vidéo, que ça fera pas trop cucu posé sur sa chaise. Oui donc non, je reste cool. Donc on va arrêter de raconter, bon, de toute façon je dis ça à chaque fois mais je le fais quand même. Parce que de toute façon j'ai remarqué que je raconte toujours ma life pendant 3 plombs avant de commencer une vidéo. Je suis en train juste de rechercher un tout petit truc, je m'en excuse. Alors... est-ce que je vais essayer celle-là? Non, c'est pas ça. En fait, bon, je vais vous expliquer un petit peu, parce que vous êtes en train de vous demander ce qui se passe. Remarque, c'est marqué dans le titre de la vidéo. Je vais faire en fait une vidéo analyse d'un pay-per-view WWE. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et j'ai laissé un statut sur Facebook justement pour que je puisse voir. Et j'ai dit, bon bah écoutez mes couillasses, je l'ai pas marqué comme ça, j'ai marqué bon, je vais me faire, au départ j'avais prévu de faire l'analyse du pay-per-view Night of Champions 2010. Et là, j'ai marqué un statut. Est-ce que le Night of Champions ça vous intéresse? Peut-être c'est ça. Ah, voilà, exactement. Donc j'ai marqué petite vidéo analyse du pay-per-view Night of Champions 2010, ça vous dit? Et là j'ai donc Oumar Brasil, donc je te fais un big up ma couillasse, qui m'a très justement suggéré, il m'a dit SummerSlam 2008. J'ai lu son commentaire, j'ai regardé dans ma bible, parce que j'ai un gros paquet j'ai un gros paquet de DVD de catch dans un gros album, les ranges CD, et le truc en fait il est tellement gros qu'avec ma petite soeur on a appelé ça une bible pour le délire. Donc j'ai regardé dans ma bible du catch, pop DVD, SummerSlam 2008. Je savais que je l'avais, mais bon moi je l'ai retrouvé. Et franchement j'étais hyper content, j'avais pas pensé à ça et je trouve que c'est un super bon choix parce que c'est tout simplement un pay-per-view qui contient des matchs superbes. Et ce choix de Oumar Brasil a été confirmé par mon pote Benjamin qui m'a dit oui SummerSlam c'est vrai que c'était bien, fait celui-là, et franchement de toute façon dès que Oumar il m'a dit SummerSlam 2008, je me suis fait un petit peu la récapitulative de la carte dans ma tête. Je dis ouais celui-là. Donc Night of Champions 2010 je le ferai un peu plus tard. Donc je vais faire un big up à Oumar Brasil et à Benjamin. Je pense que tu te reconnaîtras, de toute façon je pense que je vais partager ça sur ton mur comme je fais le petit partage à chaque fois. Donc je vous fais un big up mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc, alors, je vais lâcher. Donc c'est un pay-per-view qui est vraiment très bien. J'ai été content de le revoir parce que je l'avais déjà revu. Donc j'ai regardé tous les matchs. J'ai fait comme un pay-per-view actuel. J'ai pris mes petites notes dans mon canapé, comme une grosse merde. Et en fait, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai aimé des matchs. J'ai noté que les points positifs, pardon. Donc SummerSlam 2008. Donc pourquoi je prends juste ma feuille. Donc le match d'ouverture c'est Jeff Hardy contre MVP. Donc Jeff Hardy contre MVP
C'est un petit peu un classique, de toute façon je l'ai marqué dans mes notes. Donc j'ai marqué début de match brutal direct, c'est-à-dire que ils se sont bien foutus sur la gueule. J'ai marqué ces deux catcheurs qui se connaissent par cœur, donc ce qui rend le match plutôt fluide. C'est-à-dire que Jeff Hardy et MVP, ils se sont souvent affrontés à la WWE. Là maintenant que MVP est arrivé à la TNA, d'ailleurs je pense qu'une rivalité entre les deux est imminente. Donc c'est vraiment des matchs qu'on a, j'ai envie de dire, limite vus et revus. Mais le fait que les canneurs, ouais, wow, j'ai fini à la piste de rat moi déjà. Alors le fait que les deux catcheurs se connaissent par cœur, ça rend le match assez fluide. Moi je trouve que c'est un match assez plaisant à voir. Petit classique, on va dire. Donc match bien, pas trop... on va dire avec un rythme assez soutenu, pas trop lent ni trop rapide. On va dire un très bon match pour un début de show, je trouvais ça très bien. Donc à la fin on a Jeff Hardy qui porte son Twist of Fate sur MVP, qui veut enchaîner en fait avec son Swanton Bomb, mais là il y a Shelton Benjamin qui arrive, donc qui arrive depuis la rampe, et il y a Jeff Hardy qui était sur la troisième corde, en fait il a vu Shelton Benjamin arriver, donc au lieu de faire son Swanton Bomb sur MVP, il fait un saut suicidaire sur Shelton Benjamin à l'extérieur du ring, et il remonte sur le ring vite fait, en fait une fois qu'il a fait son saut que Shelton Benjamin est KO, il remonte à l'intérieur du ring pour pouvoir refaire son Swanton Bomb, mais du coup MVP évite le coup et lui porte un méchant coup de pied dans la gueule. Je crois que c'était son Yakuza Kick qu'il appelait ce coup de pied là. Donc il lui met son méchant coup de pied dans la gueule et il gagne le match comme ça. Voilà. Donc je vais juste me permettre de peut-être un petit peu... Voilà. Pardon, excusez-moi. Un petit peu rectifier la caméra. Donc ensuite on a Kofi Kingston et Mickie James contre Santino Marella et Beth Phoenix pour le Intercontinental Title et le Women's Championship, donc le Women's Title aussi. Donc en fait c'est the winner take all, donc en fait les gagnants prennent tout. Donc à l'époque c'était l'époque de Santino Marella et Beth Phoenix en couple, donc c'était Glamarella qui s'appelait. Et donc le champion intercontinental Kofi Kingston et la championne féminine Mickie James, c'était on va dire un petit peu alliés pour défendre tout simplement leur titre, car que ce soit Santino Marella et Beth Phoenix, en fait, voilà, ils voulaient le titre de l'autre. Donc les deux, le match a été arrangé comme ça. Donc j'ai marqué que j'étais très content de revoir Beth Phoenix et Mickie James en action. Le match était plaisant à voir, je veux dire, c'était pas non plus un match avec une intensité de malade, mais il y avait quand même quelques petites actions sympas. Et même si je ne peux absolument pas blairer la gueule de Santino Marella, je trouve qu'à cette époque-là, il était moins détestable à voir que maintenant. En heel, il était limite plus appréciable à voir, parce que moi je trouvais carrément moins ridicule qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il me sort carrément par les yeux. À l'époque, c'était déjà un petit peu plus... Bon, c'était un petit peu mieux, voilà. Kofi Kingston, c'était pareil. Quand je regarde les matchs qu'il faisait avant et les matchs qu'il fait aujourd'hui, je trouve ça dommage que la compagnie lui fasse faire, parce que ce qu'il faisait avant, je suis sûr qu'il est tout à fait capable de le refaire aujourd'hui. Et ça prouve bien que c'est un talent à la WWE qui est totalement sous-estimé, et je trouve ça réellement dommage. Donc de les voir, les quatre athlètes, on va dire au sommet de leur art, parce que oui, Santino Marella a été au sommet de son art un jour, enfin de son art, j'essaie d'être objectif là pour le coup, c'était un match qui était réellement plaisant à voir, pas très très long, juste ce qu'il faut. Et donc à la fin du match, on a Mickie James qui porte son finish sur Santino Marella. Puis Beth Phoenix arrive par derrière en fait et lui porte son Glam Slam sur Mickie James et gagne le match comme ça. Voilà. Donc Santino Marella et Beth Phoenix remportent donc le titre intercontinental et le titre des Divas. Et là on a le petit remake de, comme il l'a dit Christophe Ajus, je crois, on a le petit remake de Macho Man Randy Savage et Miss Elizabeth, c'est-à-dire que c'était Randy Savage qui portait Miss Elizabeth en triomphe. Là c'était un petit peu le contraire, c'était Beth Phoenix qui portait Santino Marella en triomphe. C'était assez, on va dire, assez sympathique à voir. Donc ensuite on a le segment HBK Y2J, donc le segment entre Shawn Michaels et Chris Jericho. À cette époque-là, c'était l'époque où il y avait eu la rivalité, en fait, la grosse rivalité entre... juste après que Shawn Michaels s'est envoyé Ric Flair à la retraite, il y avait eu une petite rivalité avec Batista, et on avait enchaîné, en fait, l'hyper grosse rivalité, je sais pas si ça se dit ça, hyper grosse. La très grosse rivalité entre Shawn Michaels et Chris Jericho, qui avait été une des grosses rivalités de l'année 2008. Donc je vais réexpliquer un petit peu le contexte du truc. Donc Shawn Michaels qui avait été attaqué par Chris Jericho.
Et Chris Jericho lui avait tout simplement castré la gueule dans son Jericho-tron, je crois qu'il appelait ça, quand il faisait ses... comment il s'appelait ça, le petit talk show de Chris Jericho, je sais plus comment ça s'appelait. Je réfléchis, je vais aller voir ça. Les highlights Chris Jericho, je crois. Highlight Wheel, un truc comme ça, de Chris Jericho. Et Chris Jericho lui avait passé la gueule en fait de Shawn Michaels à travers cet écran. Et le truc c'était, enfin dans la story, c'était Shawn Michaels qui allait peut-être reprendre sa retraite à cause d'une blessure à son œil qui pourrait éventuellement menacer sa vue s'il continue à catcher. Donc il y a Shawn Michaels qui arrive avec sa femme Rebecca et qui annonce en finale qu'il allait suivre les conseils des médecins qui lui conseillaient de ne plus faire de match pour pas mettre sa santé en danger. Donc il était sur le point en fait un petit peu d'annoncer son départ en retraite. Quand tout d'un coup Chris Jericho arrive, commence à faire son speech, genre pourquoi tu mens, en gros si tu pars en retraite c'est pas pour ton œil, c'est parce que en gros t'as peur de moi quoi. Donc en gros dis au monde que tu prends ta retraite à cause de Chris Jericho. Donc les deux s'engueulent. À la fin Shawn Michaels lui dit bon bah tu peux, ok je confirme ça, mais toi t'iras dire à tes gosses et à ta femme que jamais tu ne seras Shawn Michaels. Parce qu'on sait il y a toujours eu cette petite tension Shawn Michaels Chris Jericho, comme quoi Chris Jericho voulait être un petit peu le nouveau Shawn Michaels. C'était les stories qui étaient c'était ce côté là qui était mis en avant en fait dans les stories. Et donc du coup Chris Jericho, un petit peu vexé par ses paroles, a voulu mettre une grosse tatane, une grosse droite dans la gueule de Shawn Michaels. Shawn Michaels, réflexe du catcheur, il esquive, et boum, c'est sa femme Rebecca, donc il se prend le grognon dans la gueule. Et là, je sais pas si c'est... je pense que ça doit être un raté de Chris Jericho, c'est qu'il lui a vraiment mis un grognon dans la gueule. Là, on peut dire story ou pas story, le catch c'est du chiquet. Là, il montre après un gros plan sur le visage donc, de Rebecca, donc la femme à Shawn Michaels. Et tu vois vraiment que sa lèvre, elle a doublé de volume. À un moment même, dans un plan, tu vois même un petit peu, là, à l'intérieur de la lèvre, tu vois même un petit peu de sang. Donc pour dire qu'elle s'est vraiment pris une tatane dans la gueule. Donc je la plains quand même, la pauvre. J'avais pas vu ça la première fois que j'avais regardé. J'avais juste si elle se prend une tatane, je me dis moi c'est de la story, voilà. Mais en fait elle s'est vraiment pris une tatane dans la gueule parce que elle a la lèvre qui a doublé de volume. Et surtout quand j'ai vu le sang un petit peu en dessous, là je me suis dit ouais, c'est vraiment pris un coup dans la gueule la pauvre. Donc Chris Jericho qui repart, j'ai envie de dire limite la queue entre les jambes. Et Shawn Michaels qui est dégoûté, qui va consoler un petit peu sa femme et qui repartent dans les vestiaires. La pauvre elle est complètement assommée et puis voilà. C'était assez, j'avais vu à ce moment là, c'était assez dur comme moment. C'est voilà. Donc ensuite on a le match Matt Hardy contre Mark Henry pour le ECW Championship. Donc j'ai marqué match très court, parce qu'en fait le match il a duré quand même pas 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il y a Matt Hardy qui prend l'avantage, qui lui a porté son bulldog, qui tente le tomber. Et là, on a Tony Atlas, parce que oui, j'ai Tony Atlas qui accompagnait Mark Henry, donc il y avait Mark Henry et Tony Atlas. Tony Atlas qui est un Hall of Famer de la WWE. Donc il vient défendre Mark Henry, donc Mark Henry qui est le champion de la ECW à ce moment-là. Donc les deux, disqualification, donc les deux commencent à attaquer Matt Hardy, pardon. Et là, tout d'un coup, Jeff Hardy arrive, qui vient en fait défendre son frère, qui se faisait donc attaquer par les deux hommes. Donc les deux reprennent l'avantage, donc tatane un petit peu Mark Henry et Tony Atlas. Et là on a la célébration donc des Hardy Boys. Matt Hardy aura sûrement par la suite après son match retour. Mais là on a juste la célébration des Hardy Boys et Mark Henry qui repart lui aussi pas fier de lui. Qui a toujours son titre mais qui a perdu par les disqualifications, donc du coup il garde son titre. Mais il a perdu, voilà. Ensuite, on a le match JBL contre CM Punk pour le World Heavyweight Championship. À l'époque, c'était CM Punk le champion du monde poids lourd. Il avait gagné en encaissant sa mallette contre Edge après WrestleMania 24. CM Punk avait gagné la mallette et avait encaissé peu après contre Edge. Donc j'ai noté le match intéressant car on a deux styles de catch différents. JBL, j'ai noté que j'ai jamais été réellement un très grand fan de JBL, mais j'ai été content de revoir JBL catcher. Pourquoi ?
tout simplement parce que j'ai noté que JBL était très brutal dans son catch, et j'ai trouvé ça plaisant à voir. C'est vrai que c'est quand même un catcheur qui était hyper bourrin. J'avais noté ce fait, mais j'avais jamais vraiment fait réellement attention à ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à noter. JBL est vraiment un catcheur qui était, parce que maintenant il n'est plus catcheur, un vrai bourrin, un truc de malade. Il te met des coups d'avant-bras juste. Les coups d'avant-bras qu'il met et les coups de la corde à linge qu'il met sont juste impressionnants. CM Punk, j'ai marqué comme d'habitude, explosif. Donc on a un match très serré malgré que JBL a eu l'avantage pendant un petit moment quand même. Mais les périodes, à part cette période où JBL a eu l'avantage, on a eu un match très serré. Très bien, très bon à voir. Moi j'étais content de revoir CM Punk de cette époque-là, avec les cheveux longs et son ancienne musique d'entrée. Et donc à la fin, on a le CM Punk qui porte son GTS sur JBL et qui gagne le match comme ça. Donc j'étais content de revoir CM Punk en tant que World Heavyweight Champion. Et j'étais content de voir ce match, voilà. Donc ensuite on a Triple H contre The Great Khali pour le WWE Championship. J'ai marqué match bourrin car le Great Khali est juste destructeur. Les matchs avec le Great Khali ne peuvent pas être très techniques tout simplement parce que le Great Khali, niveau technicité dans le ring, c'est 0. Voilà. La crédibilité de Khali en heel, parce que c'était à l'époque où il était heel, genre le grand géant qui défonçait tout, c'est bien mieux, je trouve. Moi personnellement, s'ils veulent encore garder le Great Khali à la WWE, il ferait bien un moment de le faire repasser heel, tout simplement parce qu'en tant que face, là, c'est la honte un petit peu du catch, il ne fait rien cet homme-là. Et pourtant, avec ses prestations en heel, ça montre qu'il a de quoi faire quelque chose de bien. Malgré que maintenant, je pense que même s'il repassait en heel, ce serait plus comme avant. Parce qu'il a trop fait le clown, le gentil en fait, donc voilà. Il y a eu sa période heel où il est repassé heel avec Jinder Mahal, mais voilà, on a pu voir que c'était pas du tout pareil. C'était moins impressionnant qu'avant. Donc on va dire que j'ai apprécié voir ce Great Khali qui était réellement convaincant dans son personnage et dans sa gimmick, plutôt que le Great Khali de maintenant qui est juste un clown, je suis désolé, un bouffon. Un bouffon dans le sens pardon où il fait le clown, un bouffon. Les bouffons qui font le clown, hein, pas le bouffon, c'est un tocaro, non, c'est un clown quoi, voilà. Donc le match, ouais, voilà, c'est un match qui est assez lent. Le Great Khali qui se contente de mettre des coups de poing et des coups de pied. Triple H qui essaie de nous faire un bon catch, mais encore une fois contre le Great Khali, c'est vraiment pas évident. Donc j'ai marqué qu'à la fin du match, Triple H arrivait à porter son pedigree sur Great Khali et gagner le match comme ça. Donc Triple H conserve son titre de la WWE, son 12e je crois que c'était. Et voilà, donc gagne le match comme ça. Donc ensuite on a le match John Cena contre Batista. J'ai marqué match superbe que tout le monde attendait depuis longtemps à l'époque, à cette époque-là. Moi je sais que je regarde le catch depuis 2007, donc période No Way Out 2007, un petit peu avant WrestleMania 23. Et c'est vrai que j'ai vu un petit peu donc Batista et John Cena évoluer. À l'époque c'était ces deux-là qui étaient mes catcheurs préférés. Et je les voyais évoluer en parallèle parce que Batista lui à SmackDown et John Cena lui à Raw. Et quand il y a eu le draft de ce moment-là qui a fait que Batista est arrivé à Raw, je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, soit il pourrait faire équipe, soit il pourrait se mettre sur la gueule. Moi à l'époque, j'aurais préféré qu'il fasse équipe, parce que je pense que ça aurait donné quelque chose de très sympa. Mais l'effet de devoir en fait se mettre sur la gueule, moi à l'époque j'avais juste adoré quoi. Je vais enfin mes deux préférés, on va voir c'est lequel un petit peu le meilleur d'entre les deux. Donc j'ai marqué un match très disputé car entre deux des meilleurs athlètes de cette génération, on peut dire ce qu'on dit, hein. Batista et John Cena, c'est deux des meilleurs athlètes de cette génération. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas John Cena, c'est un très très bon athlète. Après sa gimmick, je ne parle pas de sa gimmick, là je reste tout à fait objectif d'un point de vue sportif et athlète en lui-même. John Cena est un grand athlète, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas encore une fois John Cena, je sais que ceux qui n'aiment pas John Cena seront sûrement pas d'accord avec ce que je dis, mais voilà, c'est quand même un bon athlète au niveau physique, au niveau endurance et qualité et puissance, c'est quand même quelque chose de très bon, John Cena. Batista c'est pareil, c'est vrai que depuis qu'il est revenu, c'est plus aussi bon qu'avant, ça je suis le premier à le reconnaître, même si Batista ça reste mon catcheur préféré. Disons qu'à cette époque c'était bien mieux que ce que ça se compare même pas. C'est le jour et la nuit quoi. Le Batista de l'époque ça trouait le cul quoi.
c'était la puissance, il était balèze, il était bourrin. Moi, c'est tout le catch que j'aime bien, du catch bourrin, du catch puissant, c'est vraiment voilà quoi. Donc, j'ai noté un petit peu les deux. Non, l'action un petit peu ouf de ce match, c'est le contre de la descente de la cuisse de John Cena en Batista Bomb. C'est-à-dire que John Cena est monté sur la troisième corde, il voulait enchaîner avec sa descente de la cuisse, et Batista en fait a contré ça en Batista Bomb. À cette époque, je me souviens, ça avait blessé John Cena, d'ailleurs ça lui avait pété la nuque ou un truc comme ça. Pété la nuque. Péter la nuque, il serait un petit peu mort là, je crois. Je suis complètement con, moi. Ça lui avait blessé au niveau du cou, je sais plus ce que ça lui avait fait, ça lui avait abîmé un truc. Péter la nuque. Putain, je suis vraiment fini. Là, c'est tombé. Alors, mais à cette époque-là, ouais, ça l'avait blessé. Donc, à la fin du match, ouais, on a donc cette descente de la cuisse qui contrée en Batista Bomb. Batista tente le tomber. Ça marche pas, donc Batista s'énerve, relève John Cena, lui refait une Batista Bomb et gagne comme ça. Là, le tombé il marche et Batista gagne comme ça. Voilà. Donc à la fin, si je me trompe pas, on a une poignée de main après par la suite entre Batista et John Cena, en signe de respect quand même. Et voilà, donc Batista a battu John Cena. Voilà. Et pour finir, le main event, donc le meilleur match de la soirée, Edge contre Undertaker dans un Hell in a Cell. J'ai marqué pour moi un des meilleurs Hell in a Cell de l'histoire. Juste incroyable match à voir. Match à voir, quand je dis match à voir, c'est un match que je vous conseille vraiment de voir parce que c'est vraiment un match incroyable. Car vraiment, c'est un match 5 étoiles. La performance de Edge, je l'ai trouvé juste incroyable. C'était son premier Hell in a Cell. Et franchement, il nous a fait des trucs, mais réellement hallucinants. Donc là, c'est pareil. J'ai noté les points, un petit peu les belles actions du match. Donc on a le spear de Edge sur Taker à travers la cage. Donc en fait on a Undertaker qui est debout un petit peu sur le tablier du ring au niveau des cordes. Et on a Edge qui arrive et qui lui fait un spear. Et en fait avec la force du truc, les deux, là, ça c'est la cage. Les deux arrivent et hop, voilà, défonce la cage. C'était réellement incroyable à voir. Après on a le chokeslam de l'Undertaker sur Edge à travers deux tables empilées. C'est-à-dire qu'on a une table là, une autre par-dessus. Edge il est sur la troisième corde. Undertaker il les chope, il lui fait un chokeslam du haut de la troisième corde dans un des coins du ring. Et Edge se ramasse en fait à travers deux tables empilées. Ça aussi c'était un moment assez incroyable à voir. Et donc à la fin du match, on a l'Undertaker qui arrive à porter son tombstone sur Edge et qui gagne comme ça. Donc on a l'Undertaker qui célèbre, qui commence à repartir sur les rampes, qui se retourne avec sa tête vénère, qui revient sur le ring pour encore un petit peu casser la gueule à Edge. Donc Taker revient sur le ring, rebastonne Edge un peu. Et en fait les deux arrivent un petit peu à... Ça finit en fait que l'Undertaker installe deux échelles. Pardon, excusez-moi. Et donc à la fin, Edge se prend un chokeslam du haut d'une échelle, passe à travers le tablier du ring, donc le tatami du ring, il passe à travers. Et à la fin on a Edge qui disparaît à travers le tablier du ring. Et on a Undertaker qui descend, puis qui nous fait sa petite gimmick démon, il fait ça, puis le feu il se lève du trou, faire genre en fait il a envoyé Edge en enfer. Donc c'est pour la petite pour la story de l'époque, c'était ça. Et voilà. Donc c'était réellement encore une fois un match à voir, c'est un match que je vous conseille vraiment de voir parce que il y a les performances des deux athlètes juste incroyables. J'ai préféré quand même la performance de Edge parce que bon, l'Undertaker on sait ce qu'il vaut en Hell in a Cell, mais Edge il nous a fait une performance juste hallucinante. C'est quand on voit ce genre de match que moi personnellement Edge il me manque, mais à un point j'ai un truc de malade. C'est ça je pense qu'il nous faudrait en fait aujourd'hui à WWE pour nous donner du piment, c'est des heals aussi stylés, funky on va dire, et un petit peu barré que Edge. Donc actuellement en heal on a quoi? On a quand même Bad News Barrett qui est pas mal, on a Cesaro aussi, mais il nous faudrait vraiment la gimmick de Edge un petit peu de... Là, Dean Ambrose il pourrait nous faire un truc comme ça s'il était un petit peu plus aérien. Un petit peu le gars, tu sais, complètement malade. Edge, il est comme ça, il est normal, et d'un coup il pète un câble, il devient taré. C'est vraiment le côté funky, j'ai toujours apprécié ça chez Edge, qu'il soit heel ou face, parce que même en face, il nous le faisait, son cinglé. Donc voilà, ce match était réellement un truc excellent. Et Edge, voilà, c'est le genre de match qui fait qu'Edge est un des plus grands catcheurs de l'histoire. Et je pense qu'il mérite que notre respect, voilà.
Donc c'était un bon pay-per-view, en plus j'adore les SummerSlam. Donc j'espère que cette petite analyse pay-per-view vous aura plu et éventuellement vous aura donné envie de voir ou de revoir ce pay-per-view pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu. Moi ça m'a fait plaisir de le regarder et puis de vous faire un petit peu cette présentation. J'espère encore une fois qu'avec le cadre et cette vidéo n'est pas trop brouillon. Moi j'essaie d'un petit peu de rester objectif, professionnel on va dire, le plus possible avec mon brin d'humour, parce que moi si je rigole pas un petit peu, sans humour pour moi ce serait vite ennuyeux, voilà. Donc encore une fois je fais un big up donc à... Merde, j'ai même plus les noms en tête, je suis désolé, j'ai pas la mémoire des noms. Et puis j'ai mon PC qui bug. Donc je voulais faire un big up à tout le monde, à ceux qui m'ont conseillé cette vidéo, donc si je me trompe pas Omar et putain, quel enculé. Et Benjamin, pardon, voilà. Donc ouais, je vous fais un big up. Je fais un big up aussi à tous mes potes de la French Community of Wrestling. Donc big up à Jordan, donc Busted Open. Big up à Darren. Et big up à Daniel, donc Crypto Ange, si tu vois cette vidéo, je te fais un gros big up. Et tu sais que t'as ton mot centième, mon frère. Tu sais de quoi je parle. Big up à Valoupling, toi aussi ma couille, hein. J'espère que tu t'es un petit peu remis de tes émotions. Voilà. Toi aussi tu sais de quoi je parle. Clémence et Candice Despolelli, je vous aime bien aussi toutes les deux, donc je vous fais un big up et je vous fais même une bise. Bise à tout le monde. Qu'est-ce que je veux encore saluer? Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, Jujubroski. Je t'ai envoyé 2-3 commentaires à travers une de tes photos à ton taf. Et c'est vrai que j'avais prévu de venir passer te voir un de ces quatre cette semaine au taf. Donc là demain j'ai un rendez-vous professionnel, donc je sais pas sur quoi ça va débouler, mais si j'ai les moyens de venir avant vendredi, ça me fera très plaisir de venir te voir à ton taf. Donc éventuellement venir te voir à la fin de ta journée. Donc après voilà, comme tu dis, faire un selfie, je te paye un petit verre. J'aurais sûrement que peut-être avec ma petite soeur, si elle veut venir, à la limite, soit je te paye un verre, ou je te paye une bouffe. Ça dépendra de mon budget aussi, parce que je pense que voilà, c'est la crise pour tout le monde. Donc je te fais un big up aussi à toi. Je vous fais un big up à vous tous qui avez regardé cette vidéo. Je vous fais même une bise, voilà, je suis en manque d'affection, ma couillasse. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Et ben je vous dis à plus pour la vidéo pronostic de Money in the Bank 2014. Encore une fois, laissez-moi un petit commentaire surtout sur qu'est-ce que vous avez pensé de cet angle de vue. Si c'est pas trop mauvais, éventuellement je pourrais faire mes vidéos pronostics et résumés de Money in the Bank comme ça. Donc surtout laissez-moi un commentaire pour m'exprimer votre point de vue. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Ciao.